podcast est propulsé par OxB2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B & Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschênes et ses invités discutent des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute! Alors, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est assez pile-poil avec notre mission. C'est-à-dire qu'on va aborder le sujet de la croissance, mais pas juste de la croissance sous l'angle croissance des ventes, mais évolution d'une entreprise. Donc, on le sait, en tant qu'entrepreneur, on démarre une entreprise, il y a la phase start-up, démarrage. Après ça, il y a une phase où on est dans, oui, une certaine croissance, il y a une maturité, mais il y a toujours une vision, il y a toujours une mission qu'on s'est donnée, puis une vision qu'on veut atteindre en tant qu'individu, en tant que plusieurs partenaires d'affaires. Et puis, c'est pas toujours la croissance des ventes à tout prix. Il y a beaucoup d'autres ingrédients dans cette évolution-là d'entreprise. Puis aujourd'hui, on a un spécialiste d'intégration d'un système qui est très éprouvé pour amener cette, on va l'appeler évolutivité d'entreprise à bon port. Et puis, c'est toi, Thierry Allegochi. Merci d'être là. Merci de m'accueillir. Puis, écoute, Thierry, je commencerai par te demander, avant de revenir sur ton parcours, parce qu'il est hyper intéressant, de nous décrire un peu, parce qu'on parle de la méthode, aujourd'hui, de la méthode EOS. Oui. Peut-être nous expliquer ça veut dire quoi EOS, puis après ça, nous dire qu'est-ce que ça dit en général. Le système EOS, c'est Entrepreneurial Operating System, donc système d'opération entrepreneuriale. C'est un système qui a été développé il y a plus d'une vingtaine d'années par un gars qui s'appelle Gino Wickman, un entrepreneur qui a créé ça pour les entrepreneurs, un gars de Détroit. Puis, je pense que vous connaissez, il y a beaucoup de monde qui vont connaître le livre Traction, qui est sorti, je pense, en 2011-2012, qui explique justement sa méthode. Donc, Gino Wickman a sorti ce livre. Et c'est un système vraiment qui est là pour aider les entrepreneurs à structurer, mettre de la discipline dans l'entreprise, mettre de la clarté autour d'une vision pour exécuter cette vision. Donc, c'est vraiment, quand on fait ça, c'est trois choses. C'est la vision, l'attraction, la santé. Donc, la vision, être sûr que toute l'entreprise, l'équipe de leadership et toute l'entreprise est alignée sur la vision et le plan pour y arriver. L'attraction, ce qui est le plus difficile, selon mon avis, et ce que moi j'ai vécu, c'est de prendre cette vision et l'opérationnaliser. S'assurer que tout le monde exécute avec discipline et imputabilité le plan. Et il y a un side effect, quand on travaille là-dessus, c'est la santé de l'équipe. Je travaille aussi pour rendre l'équipe plus fonctionnelle, cohésive, casser les silos, casser l'ego dans l'équipe, s'assurer que les gens travaillent pour le bien de l'entreprise puis se disent les vraies choses. Mais tu travailles avec les individus aussi, j'imagine. Moi, je travaille, c'est un coaching. Quand j'implante, je travaille avec l'équipe de direction. Okay. Et une fois que l'équipe de direction est forte, le reste se suit. Là, ils déploient le système dans l'entreprise et à un moment donné, ils se rendent compte que tout le monde est vraiment aligné sur le plan puis exécute et c'est plus amusant aussi. Là, on retrouve le fun dans l'entreprise. Souvent, les entrepreneurs, ils viennent me voir parce que ils ont plus de fun. Ils disent « Ah, j'avais du fun, là, j'ai engagé beaucoup de personnes, puis là c'est plus le cas. » C'est plus le cas. Ouais. C'est vraiment intéressant pour pouvoir passer à travers comment ça fonctionne et tout. Puis je pense que c'est important de savoir que des systèmes comme ça existent. Il y en a d'autres. C'est des méthodologies. C'est vraiment un cadre de travail. Ouais. Peut-être nous parler un peu de ton parcours parce que on sait il existe. Puis tu sais, on peut te donner le tag de titre de coach, ce que tu fais aussi dans ton travail. Mais on voit la profondeur avec le système qui est là. Mais aussi, le parcours est important, je pense. Oui. Quand on fait affaire avec quelqu'un comme toi, moi, je te connais. Je sais que ton parcours en parle beaucoup. Fait que peut-être nous parler de ce qui t'a mené à justement faire ce que tu fais aujourd'hui. Oui, mais comme tu le dis, c'est 15% de ma job, c'est enseigner le système. Ouais. Puis 85%, c'est coach facilitateur.
Puis je me sers de mon expérience pour ça, justement, pour être un meilleur facilitateur et coach. Donc, je suis ingénieur de formation, ingénieur mécanique de Polytechnique. Puis, pendant 5 ans, j'ai fait des entreprises, travail d'ingénieur. Et à 27 ans, en 95, j'ai démarré ma première entreprise avec un associé dans le domaine industriel. Donc, on est parti de 2 dans un petit bureau. Puis on a monté une équipe d'à peu près une 50aine de personnes, 16 millions de chiffres d'affaires, et puis des équipements, une usine à Boucherville, des équipements qu'on vendait à travers le monde. Donc, on a eu une belle progression, une belle entreprise, mais ça a été difficile au point de vue actionnaire parce qu'on n'était pas alignés sur la vision. Je me rends compte maintenant que j'ai implanté EOS, je vois les lacunes qu'on avait. Et une des lacunes, c'est vraiment un manque de communication entre partenaires et savoir où est-ce qu'on voulait aller. Donc, malheureusement, on a vendu l'entreprise parce que notre chemin était difficile en couple. Donc, on s'est dit, il faut qu'on puisse se séparer. On a mis l'entreprise en vente. On a vendu juste avant le crash. On a été très, très opportuniste. Après ça, j'ai essayé de me repartir encore en affaires dans le domaine industriel, mais en 2011-2012, le marché n'était pas très porteur, donc je m'en allais nulle part. Et après ça, j'ai un client qui m'a rappelé pour devenir directeur du développement d'affaires dans une compagnie française, mais qui avait une entité à Montréal. Donc, j'ai fait développement d'affaires. Puis 2 ans après, je suis devenu directeur général. Pendant 8 ans, j'ai dirigé l'entreprise dans le contrôle de pollution de l'air, encore dans l'industrie. Okay. Donc, après 33 ans de travail dans l'industrie, je suis tombé sur Leaf Traction. Un de mes collègues intégrateurs m'a amené à EOS. Il m'a montré le livre, il m'a dit « Avec ton expérience, je te verrais bien être intégrateur. » Puis je suis tombé en amour avec le système. J'ai lu le livre, la simplicité, l'efficacité. Je me suis dit « J'aurais aimé avoir ça dans ma première entreprise. » Peut-être qu'on se serait séparés avant, peut-être qu'on serait allé plus loin, je ne le sais pas, mais ça aurait définitivement changé l'entreprise. Et puis, j'étais à l'âge où je voulais redonner, aider mon prochain. Puis là, je me suis dit, ça cochait toutes les cases. Puis, depuis quelques années, c'est ça que je fais. Donc, tu as commencé, ça fait 3 ans, je pense, à peu près. Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. Puis en plus, ben c'est ça, tu cumules beaucoup d'expertise. Moi, je te connais parce que on s'est connus, entre autres, avec du réseautage. Ouais. T'es un expert réseauteur, je dois le dire. Ouais. T'es très discipliné, très fort là-dedans. Fait que t'amènes tout un bagage du côté manufacturier, mais du côté firme de service aussi. J'ai toujours été dans les ventes, dans le développement d'affaires, puis ça aide beaucoup. Puis de la direction, direction d'entreprise. Pas que des coachs de carrière ont rien amené, au contraire. C'est pas, je pense pas ça, mais je pense que la profondeur de l'expérience de l'individu doit compter dans ce que tu livres comme expérience, là, j'imagine. Oui, puis c'est le feedback que j'ai de mes clients, c'est justement j'ai de l'empathie parce que j'ai déjà été à leur place, je les comprends. Et je vous donne des exemples aussi, je me rends vulnérable en leur montrant des exemples que j'ai vécu, comment les outils, les choses que j'ai utilisées, ça m'aurait aidé. Et ça amène un peu plus de réalité, puis ils se voient que je les juge pas. Ouais. Et ça, ils le sentent. Puis j'imagine même le langage, les mots que tu vas utiliser, ça met en confiance parce que les gens se disent « OK, il a été à notre place ». Puis je vois les choses, quand je vois qu'il y a des enjeux, puis un éléphant dans la pièce, là, je sens l'énergie, puis avec mon expérience, je vois qu'est-ce qui bloque, puis là, je peux commencer à poser des questions pour refaire sortir l'enjeu pour qu'on le règle. On revient au système, à la méthodologie. C'est quoi les principales composantes? Peut-être juste nous dire comment ça fonctionne un peu, okay. Ou avec quoi à quoi on peut s'attendre là, quand on embarque là-dedans là, comme entrepreneur. Donc, le modèle EOS, c'est 6 composantes clés. Le but, quand j'aide les compagnies à implanter EOS, c'est de renforcer les 6 composantes clés parce que tous les enjeux que l'entrepreneur vit et son équipe sont reliés à vraiment ces 6 sources. Et donc, il y a la vision, les personnes, les données, les enjeux, les processus et l'attraction. Donc, la vision, c'est s'assurer que tout le monde dans l'entreprise est aligné sur un plan et sur une vision. Ils sont au courant. Ils la connaissent. Ils veulent faire partie de la vision.
La deuxième, c'est la plus importante, c'est ce qu'on travaille, la première chose, les bonnes personnes aux bonnes places. Le livre Good to Great, Jim Collins, Good People, Right Seat. Les bonnes personnes aux bonnes places, on a absolument d'avoir ça si on veut que la vision s'exécute. Après ça, les données. Avoir des données pour prendre des décisions sur des faits, des faits objectifs plutôt que des émotions, des ressentis, de l'ego. Souvent, dans une entreprise entrepreneuriale, le visionnaire, il va sur le ressenti. Mais si souvent on a des discussions qui tournent en rond, c'est parce qu'on n'a pas de données pour mesurer puis prendre des bonnes décisions. De performance, dans le fond. Exactement. Okay. Donc, une fois que la vision, les personnes et les données sont fortes, l'entreprise est vraiment transparente. Tous les enjeux, blocages, opportunités aussi, les enjeux, c'est pas juste négatif. Tout refait surface, puis ça amène à la quatrième composante, les enjeux. C'est prendre ça puis les mettre sur une liste d'enjeux, les sortir de sa tête, les mettre, les communiquer et après ça, les prioriser puis les faire, les résoudre au fur et à mesure de la progression de l'entreprise. Cinquième, c'est les processus. Chaque entreprise a quelques poignées de processus qui font d'elle sa force. Qu'est-ce qu'elle est? C'est de prendre ces processus, les documenter, les simplifier, s'assurer qu'ils soient suivis par tous. Puis ça va amener une base, c'est comme la fondation de la maison. Ça va aider à construire l'entreprise dessus, à engager du monde, à les onboarder, puis rendre ramener le contrôle. Tu sais, quand on dit les entrepreneurs sont souvent, ils ont l'impression d'être en pompier, en feu, on a toujours des urgences. C'est parce que les processus sont pas forts. Et après ça, l'attraction, c'est prendre la vision, l'amener au sol, puis l'exécuter, amener de la discipline, l'imputabilité, des objectifs pour s'assurer que la vision est suivie. Quand on entend tout ça, on peut se dire « My God, ça va prendre du temps. Ça va être long. » C'est un accompagnement de 2 ans. Ouais. C'est un accompagnement de 2 ans parce que c'est la gestion du changement. Moi, je suis là pour suivre, pour faciliter les discussions, les gens mettent les choses en place. Moi, je suis là pour m'assurer de leur apprendre à pêcher. Donc, l'intégration EOS, c'est eux qui font le travail. Moi, je suis là pour les aider, mais je les lâche quand ils ont compris le système puis que c'est une façon, c'est rendu intrinsèque en eux et que je sais que le système, leur méthode va suivre, même si je suis pas là. Donc, c'est pour ça que ça prend 2 ans. Qu'est-ce qui sont des bons puis des mauvais contextes pour amener, justement? Où est-ce qu'on se... Parce que des fois, on se dit « Ah, je suis peut-être pas encore rendu là. » Tantôt, je parlais il y a la phase de démarrage, il y a une certaine phase de croissance, il y a la maturité. En général, les entreprises qui adoptent une démarche comme ça, ils sont où? OK. Donc, le marché cible, tu connais ça, les marchés cibles? Donc, le marché cible, pourquoi EOS a été créé? C'est des PME de 10 à 250 employés. Donc, c'est assez large. Ça peut marcher plus petit, plus gros. J'en ai eu autour de ça, mais c'est vraiment 10 à 250 employés. Puisqu'en bas de 10, mais une structure, il faut commencer à déléguer. Mais si on n'a pas assez de monde pour déléguer, on n'est peut-être pas rendu là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer à déployer des outils, mais de vraiment faire l'intégration, ça prend quand même du temps. 10 à 250, privé, une entreprise privée. Donc, il faut que les gens soient 100% en contrôle de leur destinée. Donc, une compagnie publique et un conseil d'administration, tout ça, ça marche moins bien. Des entrepreneurs qui veulent la croissance ou changer le statu quo est plus acceptable, qui sont prêts à être ouverts, honnêtes, vulnérables avec eux-mêmes. Ça, c'est super important. Puis, je pense qu'on va en parler tantôt. Dans les contextes que ça marche pas, si l'entrepreneur n'est pas prêt à être vulnérable, ouvert et honnête avec lui-même puis avec les gens autour de lui, ça marchera pas. Donc, s'il veut garder des cartes cachées, ça fonctionne pas, là. J'apprends aux visionnaires à déléguer, à mettre de la structure pour se libérer de l'entreprise et empower, rendre les gens vraiment autonome de décider aussi. De décider, exactement. Avec un certain pouvoir si de la décision. personne n'est pas capable de lâcher les rênes, ça ne marchera pas. OK. Et c'est ça. Puis sinon, dans le fond, dans l'évolution d'entreprise, j'imagine, est-ce que ça fonctionne même avec des startups qui rencontrent les critères que tu mentionnais tantôt, de nombre d'employés? Il faut que ça soit une compagnie qui a déjà un produit, qui le vend et qui est en opération. OK. Donc, les startups qui sont encore en train de se trouver les produits, son marché, tout, ça marche moins bien. Il faut vraiment que ce soit une entreprise qui roule, qui a un marché. Peut-être que
Ces cibles sont trop diversifiées, on va ramener le focus, mais... Qu'il y a déjà des ventes en opération. Qui vend un produit, oui, autrement dit. C'est un service. Qui n'est pas juste en phase de développement comme tel. Exactement. Okay. Donc, je te dirais de 8, 10, 15... Dans ce range-là, ça commence à être intéressant parce que c'est là où l'entrepreneur voit que si je veux aller plus loin, là, je peux pas tout tenir et être le goulot d'étranglement. Il faut que je mette un système en place. Oui, on le voit ça à un certain moment donné. OK. Et peut-être, je sais pas si t'es ouvert, ça peut rester anonyme, mais juste donner un exemple d'une implantation qui est en cours peut-être, ou parce qu'on comprend là, que si ça prend 2 ans à mettre en place, ça fait 2 ans et demi que tu as commencé à faire la pratique. Tu dois arriver à la fin avec certains de tes projets. Si tu es ouvert à nous parler un peu de comment ça peut se passer avec certains cas concrets. Là. Oui, donc peut-être 2 exemples. Un exemple dans le commerce de détail. C'était une entreprise familiale, des frères qui avaient repris l'entreprise du père qui ça fait un bout de temps qui existait. Et puis, ils ont mis en place le système EOS. Ça les a aidés à justement structurer pour aller plus loin. Parce qu'ils faisaient ça à l'ancienne. C'est une entreprise familiale. Il y avait beaucoup de façons de faire qui étaient plus adaptées à où est-ce qu'ils voulaient aller. Ça faisait combien de temps qu'elle existait? Ça fait combien de temps qu'elle existe? Un bon 30 ans. 30 ans? OK. Oui, et ça plus, donne 30, 35. ouais. Et donc, ils ont mis en place une équipe de direction qu'ils n'avaient pas. Avec les gens qui étaient là, ils ont mis de la structure. Je les ai aidés à s'aligner, définir les rôles, définir où est-ce qu'ils voulaient aller. Donc, dès le 10 ans, le 3 ans et tout ça, où est-ce qu'on s'en va. Okay. Et il y a eu des changements dans l'équipe de leadership. Ça n'a pas été facile. Ils ont eu des bons résultats et dernièrement, ils ont même vendu l'entreprise. Ça a aidé à vendre l'entreprise parce qu'il y avait une structure, il y avait une équipe de leadership, il y avait quelque chose à montrer. C'était pas juste une personne qui tenait tout ça ensemble. Donc, ça a amené l'opportunité de scaler en vendant. Okay. L'équipe de direction est encore là et ils vont continuer. OK, fait qu'ils ont gardé quand même la structure. Mais ça, c'est intéressant parce que ça, je suppose que ça, je sais pas si tu as été au courant des chiffres puis comment l'évaluation s'est fait, mais ça compte souvent dans la valeur d'une entreprise lorsqu'on évalue une business avant de la vendre, la façon dont c'est structuré à l'interne, la documentation. Est-ce que tu as eu le temps de te rendre jusque-là avec eux, à documenter les processus et tout ça dans l'implantation? Certains processus étaient faits, on n'avait pas fini, okay. Mais ils étaient bien avancés. Ils étaient peut-être 75% du chemin fait. Okay. Donc, effectivement, pour le reprenariat ou pour vendre une compagnie, quand on est un entrepreneur, qu'on tient tous les liens, la valeur est moins forte que si l'acheteur y achète une entreprise qui est bien structurée, qui performe, puis qui ne dépend pas seulement du propriétaire. Non, que tout n'est pas nécessairement dans son cerveau aussi. Ça, c'est essentiel avant de vendre. De toute façon, c'est pratiquement impossible à faire. D'autres exemples, tu avais... D'autres exemples, une plus petite compagnie au niveau de la construction immobilière qui est en croissance, qui avait besoin de se structurer, qui était passé à une décroissance et qui avait besoin de se restructurer pour aller plus loin. Donc, ça fait plus d'1 an qu'on travaille ensemble et la première année, ça a été vraiment un changement de personnes. Les bonnes personnes aux bonnes places, il y a eu beaucoup de changements dans l'entreprise. Ça fait plusieurs fois, tu le dis, puis je pense que ça doit arriver quand même. C'est la première chose, je pousse les entreprises. Ouais. On s'aligne sur une vision, puis là, je leur demande, est-ce que vous avez des enjeux de bonnes personnes aux bonnes places? Et généralement, ça commence dans l'équipe de direction. Et je te dirais que 60% du temps, sinon plus, l'équipe de direction, il y a du changement dans les 6 premiers mois de l'implantation. Okay. Et après ça, une fois qu'on a l'équipe de direction forte, là, on fait les changements dans l'entreprise. Je pousse à faire les changements. C'est difficile, on laisse traîner souvent. Hein. On a des fois des experts. Cette personne-là, elle sait ce qu'elle fait, elle est bonne, tout ça, mais est-ce qu'elle partage les valeurs? Non. Il faut prendre les décisions difficiles parce qu'on les garde trop souvent, trop longtemps. Et donc, je pousse beaucoup pour faire ça parce que tant qu'on n'a pas les bonnes personnes aux bonnes places, il n'y a rien qui va se passer. Ça va boiter, on va frapper des murs. Donc, cette compagnie, là, elle a une équipe forte, tout le monde est la bonne personne à la bonne place et les choses commencent
à débloquer. Puis quand tu travailles sur des mandats comme ça, c'est dans la mécanique, là, ça se passe comment? C'est des jours de travail. OK, donc, c'est ça. des sessions espacées d'une journée complète où on fait le travail ensemble. Je suis là pour les aider à implanter les outils, prendre des décisions. Moi, je suis pas un consultant. Je leur dis pas quoi faire. Moi, je fais ressortir la vérité. C'est eux qui décident. Je les aide à vraiment comme un facilitateur. Je fais une discussion, m'assurer que tout le monde parle, s'assurer qu'il y ait une décision qui se prenne. Et je les laisse partir pendant une certaine période. Ils mettent tout ça en place. On se revoit une journée, on avance. D'autres outils, j'implante d'autres outils. Je les aide à implanter d'autres outils EOS. Et c'est espacé. Donc, au début, on a quelques sessions. On a 3 sessions pour s'aligner sur la vision et partir le momentum. Puis après ça, c'est tous les trimestres. On a une session tous les trimestres pour s'arrêter, regarder ce qu'on a fait le dernier trimestre. Est-ce qu'on a accompli ce qu'on voulait? On se réaligne sur la vision. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans le trimestre qu'il faut qu'on se réaligne? Et on set les nouvelles priorités pour le prochain 90 jours. Puis là, on roule comme ça. Et il y a eu une retraite stratégique de 2 jours chaque année où on se réaligne, on refait le plan 3 ans, 10 ans, on refait les choses et on travaille sur la santé de l'équipe aussi. On fait des ateliers pour amener l'équipe à être plus soudée. Puis ça, tu commences pas par une retraite comme ça, c'est après un certain temps. Après un an d'habitude. Après un an, OK. 6 à 1 an. Puis on parle d'une équipe de dirigeants, donc est-ce que il y a un temps additionnel à consacrer, parce que j'imagine, si on intègre, ça s'ajoute à ce qu'on a à faire dans une semaine, normalement. Jusqu'à un certain point, ça doit aussi venir diminuer le temps qu'on investit à un certain moment, mais au début... Au début, c'est le changement. C'est pas plus de travail, c'est juste on travaille différemment. Puis ça amène... Les gens en donnent trop aussi des fois. Et on donne c'est quoi les priorités pour le prochain trimestre, sur quoi vous voulez travailler. Puis je leur dis... Prenez-en moins que trop, mais les gens, ils s'en donnent trop. Fait qu'ils se disent, c'est beaucoup de travail, c'est parce qu'ils se sont donné trop de priorités. Okay. C'est pas le système. Le système, tout ce qu'il fait, c'est qu'il prend ce que vous faites déjà, ce que les entrepreneurs font, et on met le focus sur les bonnes choses. On met de la clarté, puis on essaie d'amener ça plus clair, mais c'est un changement de façon de faire. Ouais. On impose une réunion chaque semaine d'1h30 avec l'équipe de direction, avec un agenda précis, pour revoir l'avancement des choses, s'assurer que les choses vont dans la bonne direction. Fait qu'ils se disent, 1h30, on n'a pas le temps de mettre une autre... On a déjà beaucoup de réunions, là, on va mettre une autre réunion d'1h30. Je dis, non, mais si vous faites ça, en tant que vous aurez plus de one-on-one, puis vous allez éviter des communications non pertinentes durant la semaine. Vous allez les faire ensemble. Il y a une économie de temps. Il y a une économie de temps qui se fait. Puis une fois qu'ils commencent ça, ils ne veulent plus revenir en arrière. Non. Ça, je l'ai tout le temps de tous mes clients. C'est la chose qui a le plus d'impact au début, d'avoir un agenda clair, une réunion chaque semaine en tant qu'équipe de direction. Ça vient chercher aussi un des principes avec lesquels tu travailles, c'est l'imputabilité. Donc, c'est par ça que tu l'installes avec cette réunion-là. Ils sont imputables, ils revoient les priorités 90 jours, les rocks, ils voient les to-do, tout ça. Puis ça fait sortir les enjeux de non-imputabilité. Ouais. On parle depuis tantôt de choses qui ont fonctionné, puis je pense que ça doit arriver qu'il y a des entrepreneurs qui désirent commencer, mais que toi, tu observes qu'ils ne sont pas dans un contexte favorable là, ou qui n'ont pas de position favorable. Peut-être nous en parler un peu. Qu'est-ce qui fait que on n'est pas prêt à commencer ça? Ouais. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas pour tout le monde, EOS. C'est vraiment, il y a un marché cible. Il faut avoir un mindset prêt pour ça. Moi, j'essaie de le filtrer avant. J'essaie de poser beaucoup de questions, m'assurer que le client potentiel, il veut. Moi, je suis pas là pour vendre EOS. Je veux que le client le veulent et que soit prêt à le faire. Et donc, j'essaie de filtrer, je pose des questions. Si je sens qu'il va y avoir des blocages, je pose des questions. Et malheureusement, des fois, malgré tout, ça m'est arrivé qu'on commence des sessions, puis après 2 sessions, 4 sessions, j'ai 2 exemples. J'ai une compagnie qui voulait absolument EOS, puis je voyais que la personne était très contrôlante dans ses façons de faire. Pas contrôlante en tant que personne, mais compliquer les choses, ça, je dis non, c'est simple. Je veux pas qu'on complique les choses, il faut pas que tu changes le système. Mais ça va amener
possiblement des enjeux, puis on va faire sortir les enjeux. Ça met la lumière sur les enjeux difficiles. Puis au bout de 2 sessions, il y a un enjeu qui est sorti que le propriétaire avait créé. Et on l'a désamorcé, l'enjeu, on l'a réglé, ça a pris 1h30. Et après ça, il a dit « Ah non, c'est ça, ça met le bordel. » Je dis « Non, ça met juste la lumière sur quelque chose que tu as créé. » Il dit « Ah non, c'est pas pour moi. » Je dis « OK, donc tu veux l'harmonie artificielle, tu veux pas voir les problèmes, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, puis tu veux être tranquille. » Ça revient à ce que tu disais dès le départ. Il faut être prêt à changer le statu quo, il faut être prêt à faire sortir les choses. Souvent, on met des choses sous le tapis qu'on veut pas voir. Puis je leur dis souvent aux entrepreneurs, la vérité est dans les choses qu'on évite, souvent. Et moi, je suis là pour ramener ça devant et les prioriser. Puis je m'adapte aux clients. J'essaie de sentir quand est-ce qu'ils sont prêts à aller adresser les choses les gros enjeux. Puis le deuxième, c'est une compagnie familiale qui a fait 4 sessions. Puis au bout de 4 sessions, ils faisaient même plus leur L10. Ils n'avaient pas de discipline. Ils n'étaient pas capables d'avoir de la discipline. Je pense que ça faisait pas assez mal. Ils me disaient le statu quo était pas... ils voulaient plus le statu quo. Ils avaient besoin de changer. Mais je pense que ça faisait pas assez mal parce qu'ils n'étaient pas assez disciplinés. Donc ça prend de la discipline et du vouloir. Là où ça fait mal, c'est souvent que on va passer trop... Tu sais, quand tu dis que ça faisait pas assez mal... la compagnie roulait quand même, les ventes de Redbone, il n'y avait pas de pertes. Mais puis aussi, eux n'investissaient pas trop de temps dans le business. Qu'est-ce qui peut faire mal à un moment donné? C'est que des motivations personnelles là, des gens qui t'approchent, je dors dans mon bureau, ça en fait partie. Il y a toutes sortes de douleurs. Je travaille 80 heures semaine, j'ai plus le temps pour rien, je suis en train de sacrifier ma vie personnelle, ma vie familiale, je veux retrouver plus de temps, puis avoir délégué, puis me bâtir une équipe. Ça, c'est la plus grosse douleur. Ouais, c'est un plus gros. Et j'ai une croissance, j'ai engagé du monde, puis là, je frappe un plafond. Là, ça fait 3 ans qu'on stagne, je sais plus où est-ce qu'on s'envole. On a tout essayé, plein de choses. On a fait venir des consultants, il n'y a rien qui colle, puis on n'arrive pas à aller plus loin. Il faut qu'on change notre façon de faire radicalement. Ça, c'est une autre chose. Ou des gens qui veulent strictement une croissance et qui veulent avoir du 20-25% de croissance et qu'ils veulent bâtir une équipe pour poursuivre ça. Donc, ça dépend. Il y a plusieurs choses, mais c'est souvent, ça vient faut que l'entrepreneur, faut que la tête, les dirigeants veulent vraiment changer puis qu'ils sont à un point où là, on veut investir du temps et changer nos façons de faire. Moi, je pense que c'est des contextes qui sont assez clairs, puis effectivement, parce que la gestion du changement, ça implique beaucoup de choses, puis effectivement, ça fait du sens, parce que quand on souffre, malheureusement, on est des humains, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est vrai qu'il est notre motivateur à changer. Et souvent, on achète des livres de business, on essaie des choses, mais on essaie pêle-mêle, là, puis là, c'est la saveur du mois. Les employés sont là, OK, l'entrepreneur, il veut essayer ça pendant 2 mois, puis tous les 2-3 mois, il change d'idée, tout ça. Oui, effectivement, d'idéologie. Ouais. Puis la place du coaching individuel, je sais que c'est pas ça que tu fais, mais comment tu vois ça? Tu sais, les entrepreneurs j'en suis un, là, j'ai du coaching individuel sur certains aspects de mon leadership, par exemple, ou sur d'autres aspects de la business. C'est quoi ta vision là-dessus? La vision que j'ai, c'est qu'il y a 3 choses, puis dans le monde EOS, on le dit, l'entrepreneur, ça prend 3 choses. Ça prend un coach personnel, justement pour parler, pour le savoir-être, et comment se développer en tant que personne, pouvoir dire les choses qu'on peut pas dire à notre femme, à nos amis et tout, avoir quelqu'un qui peut nous aider à devenir meilleur, un groupe de pairs, donc un regroupement d'entrepreneurs comme nous, on peut échanger, que ça soit nous co-développement, un co-développement comme notre set connexion d'affaires, on peut partager des choses entre chefs, tech, IO, YPO, tout ça, tous ces groupes qui ont un forum, donc ça prend ça, et un système d'opération comme EOS ou un autre. Ça prend pour un entrepreneur, ça prend ces 3 choses-là pour avoir du succès. Puis ça, c'est prôné même par
Gino Wickman, là, je pense, dans son livre. Ouais. C'est intéressant. Mais ça, toi, tu t'inscris pas comme coach personnel? Non, j'ai choisi, moi, je fais du mentorat, ça, c'est mon bénévolat, mais je suis 100% EOS, c'est du coaching, facilitateur d'équipe. Okay. Et si mes entrepreneurs, je vois, ou des équipes de direction qui ont besoin de personnes, ben je les réfère à des coachs que je connais. Tu as des collaborateurs là-dessus. Ouais. Mais effectivement, je pense que c'est... tu vois, moi, c'est un peu arrivé par accident, tout ça. Pas par accident, un peu comme tu mentionnes, à un moment donné, tu souffres ou tu sens que tu as un besoin parce que, bon, le coach arrive. Tu te sens tout seul. Oui, comme tu dis, le coach arrive parce que à qui tu veux parler de ça, tu sais. Puis le co-développement aussi, c'est pour moi, c'est assez récent. Puis c'est vrai qu'il y a une toute autre valeur à ajouter à ça, le groupe de pairs. Il reste le système. Non, puis on pense aussi qu'on va être capable de l'intégrer. Je pense qu'il y en a, tu dois arriver dans des entreprises qui sont beaucoup plus structurées que d'autres aussi. Il y en a ceux qui sont disciplinés, ils y arrivent. Ouais. Ils l'implantent pas à 100%, ils ont pas tout compris, mais avec le livre, tu peux l'implanter, le système. Ouais, ça c'est une bonne question. Parlons-en, c'est quoi les différentes manières d'implanter EOS? C'est de façon par soi-même ou suivi par un intégrateur comme moi. Si vous voulez faire par vous-même, le livre donne déjà beaucoup d'instructions et il y a toute une gamme de livres EOS qui parlent de chaque composante. Là, il y en a plusieurs livres qui vont vous aider à l'implanter par vous-même. Mais c'est dur qu'on est pris dans le... Moi, je le vois, quand on est pris dans le day-to-day de l'entreprise, prendre le temps de prendre des journées, faciliter ça, tout ça, c'est très difficile. Moi, quand je viens de l'extérieur, je peux poser les bonnes questions. J'ai pas d'intérêt dans l'entreprise, donc j'ai pas peur de pousser. Donc, par le livre, sur le site EOS, il y a beaucoup de choses gratuites. Il y a même beaucoup d'outils disponibles. Beaucoup d'outils. Et si vous voulez aller plus loin, il y a le Basecamp. Je pense que c'est $500 par US par mois. Vous avez accès à plein de vidéos, des manuels pour comment intégrer EOS. Donc, vous pouvez, si vous avez le temps, ça c'est une autre chose, de le faire comme ça. Et l'autre façon, c'est de suivre la méthode avec un intégrateur comme moi. Puis j'imagine aussi pour l'adoptabilité, là, pour que les gens adoptent, que ça vienne, par exemple, du président versus quelqu'un d'externe pour travailler avec les dirigeants, il y a une position qui est différente là, ici. Là. Parce que moi, je travaille avec l'équipe. Oui, il y a une objectivité qui doit être perçue. Je travaille pour l'entreprise. Puis le visionnaire, mon rôle, c'est aussi de pousser le visionnaire, de le contrôler, de mettre de la structure. Et souvent, l'équipe de leadership aime ça parce que les visionnaires, c'est souvent des visionnaires enflammés qui vraiment travaillent dans toute l'entreprise et qui des fois sèment un peu le chaos. J'aime le dire parce qu'ils changent d'idée souvent, puis la direction change. Donc moi, j'amène la structure et je travaille aussi bien pour l'équipe que pour le visionnaire. Donc j'amène vraiment une clarté, puis je facilite les discussions qui vont souvent dans toutes les directions. Puis l'ensemble des dirigeants doit avoir une certaine objectivité, étant donné qu'il y a un intégrateur qui fait le travail et que c'est pas une personne d'entreprise aussi qui est là pour c'est pour ça qu'il faut être ouvert, honnête et prêt à être vulnérable parce qu'on y va, puis faut qu'ils jouent le jeu. Mais souvent, ça prend le buy-in des propriétaires, puis des propriétaires et opérationnels, parce que si j'ai pas le buy-in, ça marchera pas. Comment tu poursuis? C'est quoi les étapes? Si on veut faire avec toi, dans le fond, il y a un ça commence par un appel. Ça commence par un appel de 10-15 minutes. Je pose les questions pour voir si vraiment je peux aider, s'il y a une ouverture, s'il y a un besoin. Après ça, une présentation de 90 minutes avec toute l'entreprise, toute l'équipe de direction. Je leur présente le système, d'où ça vient. Je leur pose des questions en tant qu'équipe pour voir comment l'équipe, la synergie est, qu'est-ce qu'ils ont besoin, pour voir s'il y a un bon fit aussi avec moi et moi avec eux. Dans les deux sens. Je veux une entreprise qui est engagée. Et puis, si après la présentation, ils sont d'accord, ben là, on séduit la première journée. OK. Il n'y a pas de test comme tel, tu passes pas de ça. Moi, je leur fais passer une petite évaluation. Oui, il y a un organization check-up pour voir un peu la force ça leur donne un peu une idée où est-ce qu'ils sont, mais souvent, les gens se surévaluent de toute façon, parce qu'une fois qu'on commence, ils se rendent compte, on n'était peut-être pas, 7 sur 10. Ouais, exactement.
Écoute, merci beaucoup Thierry d'être passé ce matin. Moi, ça me fait J'apprécie plaisir. vraiment beaucoup. De toute manière, on va mettre les éléments. On a notre checklist habituelle. On va mettre les endroits aussi où on peut te joindre. Tu es très présent sur LinkedIn. Donc, tes coordonnées vont être là. Parfait. Un énorme merci d'avoir beaucoup. éclairé nos lanternes ce matin. Super. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler d'EOS. C'est ce qui met fin à un autre épisode de B2B & Go. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! Le podcast que vous venez d'écouter est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.